Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Je n'ai pas dit mon dernier mot, c'est le titre du dernier livre d'Éric Zemmour. Le président du Parti Reconquête est avec nous sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Berkov. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Alors Éric Zemmour, d'abord je vais vous dire une chose, c'est que vous avez parlé au début des sondages. Dans votre livre, vous dites oui, mais j'étais à 19, je suis descendu à 7 et tout le monde a dit c'est pas ça du tout. Et vous dites, mais si j'étais arrivé de 0 à 7, c'est quelque chose. Mais je vais vous dire, Éric Zemmour, on va quand même, c'est pas pour vous faire ni des compliments, tout ça. Vous êtes passé de 0 à 7%. Quand vous avez commencé, vous étiez à 0. Forcément. Hein. Quand il est né, ben voilà. Et ce qui est intéressant, quand même, je veux dire, quel que soit ce qu'on peut penser de vous, qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on vous déteste ou qu'on vous adore, je veux dire, vous avez eu 2,5 millions de Français qui ont voté pour vous au présidentiel. Vous êtes passé de 0 à 7%. Ça, c'est les chiffres, c'est pas les sondages. Et vous savez ce que disait, je vous le rappelle, parce que souvent, on va voir les sondages, Victor Hugo disait que le calembour est la fiente de l'esprit qui vole. Et le sondage, pour moi, c'est les crottes de la démocratie qui trottent. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, et dites-moi pourquoi. Je ne vais pas me faire l'avocat des sondages. Ils font des erreurs, ils ont une influence autoréalisatrice, en particulier sur la fin de la campagne. Et ça m'a coûté cher, parce que les gens, en plus, après, c'est la logique du vote utile. Voilà, on dit, bon, lui, il a aucune chance. Absolument, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, mais vous savez, on voulait voter pour vous, on a finalement voté pour Marine Le Pen parce qu'elle était en tête dans les sondages. Certains disaient même qu'elle allait être à 49 au second tour. Vous voyez, là, je suis tout à fait d'accord avec vous, les sondages faussent le vote. On est d'accord. Mais, je ne veux pas être injuste avec eux. Et vous savez, quand vous êtes candidat, c'est la différence avec vous et c'est la différence avec celui que j'étais. Quand vous êtes candidat, ça vous permet de voir où vous en êtes. Voilà, où vous en êtes. D'ailleurs, c'est très angoissant. Il y a un côté, vous savez, comme les élèves qui attendent leurs notes. Parce que dans le dernier mois, on a des sondages tous les jours, les fameux rolling. Et là, c'est une pression terrible. On attend, comme à l'école, on attend sa copie, quoi. C'est vrai. On dit, mais vous voyez, c'est quand même intéressant parce que on voit bien les rapports de force, on voit bien les mouvements de population, je vois bien par exemple, et je l'ai expliqué dans le livre, on va pas faire toute l'émission sur les sondages, mais je comprends bien comment si vous voulez, la veille de l'Ukraine, je suis donc au second tour, j'ai dépassé et Valérie Pécresse et Marine Le Pen, je suis à 16 selon les sondages, 16-17, et on voit bien comment une partie de mes électeurs que j'ai pris de François Fillon, parce que j'ai un électorat à la fois de François Fillon et de Marine Le Pen, une partie de ces électeurs-là partent vers Emmanuel Macron à cause de la guerre, et comment ça me fait descendre à 12, 13 dans les sondages, et comment là, la mécanique du vote utile s'enclenche en faveur de Marine Le Pen. Tout à fait. Ça permet, vous voyez, c'est tout. Mais vous avez raison, il ne faut pas en faire une idole, mais c'est même pas ça. Est-ce que vous dites, il y a la profession autoréalisatrice et le vote utile des électeurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une déformation des candidats ? Pas seulement de vous. Je m'explique et je vais aller plus loin parce qu'effectivement on va percer le sondage. Mais la question que je vais vous poser, c'est ceci. Vous avez été 30 ans journaliste politique. Vous avez fréquenté tous les politiques. Absolument. Le fait de passer de l'autre côté de la barricade, c'est-à-dire d'être vous-même la cible. Journaliste, on n'est pas la cible, hein, on interviewe, tout ça, puis on juge, et puis c'est pas vous qui avez votre langue dans votre poche, vous avez toujours donné vos avis, etc., que ce soit par écrit ou à la télévision, à la radio. Mais est-ce que le fait de sentir qu'à ce moment-là, c'est très simple, hein, il y a un trou dans le fromage et il y a 10 animaux qui veulent rentrer dans ce trou, il y a un seul trou. Et donc, vous dites à un moment donné dans votre livre, la politique c'est dur. Mais est-ce que effectivement vous avez beaucoup plus senti, je voudrais savoir, le sentiment de l'Éric Zemmour politique par rapport au sentiment de l'Éric Zemmour journaliste? C'est en vérité tout l'objet du livre. Vous avez raison, je crois que c'est dans un article du JDD, je crois, qui dit que c'est le journaliste Éric Zemmour qui juge le journaliste, le Zemmour candidat, ce livre. Donc c'est pas mal. Moi je dis, en vérité, qu'est-ce que c'est le journaliste a vu des choses qu'un journaliste ne verra jamais, et en tant que politique, je dis des choses qu'un politique ne dira jamais parce que justement, je suis à cette frontière. C'est ça le sens même du livre. Mais là où vous posez une très bonne question, comment vous dire moi, j'étais un journaliste plutôt engagé. Oui, c'est clair. D'ailleurs, je vais vous dire... D'ailleurs, ce que vous dites en tant que candidat et en tant qu'homme politique, vous l'avez déjà dit... C'est ce que j'allais vous dire. Je n'ai pas changé d'avis.
je n'ai pas changé de conviction. La seule différence, c'est que en tant que candidat, au-delà du diagnostic, au-delà des principes que l'on pose, et que vous avez raison, je n'ai pas changé de principe ni de conviction, il faut donner des mesures. Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on veut faire pour aménager, améliorer, corriger, arrêter, etc. C'est ce que j'ai fait pendant la campagne. Maintenant, vous parliez des sondages. Non, je voudrais, pardon. Oui, non, mais comment on le vit? Comment on le vit, y compris les coûts. Oui, absolument. Oui. D'abord, moi, je n'ai pas changé d'avis et de conviction en fonction des sondages. Quand les sondages me mettaient haut ou quand les sondages me mettaient bas, je disais la même chose. Ce n'est pas le cas de la classe politique. Ça répond à une de vos questions. C'est-à-dire que je trouve que la plupart des candidats se fixent par rapport aux sondages et suivent les sondages. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai des convictions, j'ai des idées, j'ai une vision de la France. Qu'ils sont opportunistes, quoi. Exactement. Clair. Oui, je le pense. Bon. Deuxièmement, comment on le vit? Forcément, si vous voulez, humainement, on le vit encore plus durement, c'est-à-dire que on a l'impression d'une injustice permanente. On a l'impression que tout ce qu'on dit est déformé. D'ailleurs, c'est pas toujours une impression. C'est souvent une réalité. Vous devenez le punching ball, quoi. Un des punching balls. Alors, attendez. J'ai l'impression que je l'ai été plus particulièrement que d'autres pendant la présidentielle. Que je n'étais pas un candidat comme les autres. Ce n'est pas de la prétention de ma part. Ce n'est pas moi qui étais en cause. En vérité, c'était le thème que j'avais choisi d'avancer. Vous savez, au début de la campagne, j'ai eu la prétention peut-être d'annoncer ce que j'allais faire. Et j'ai dit, celui qui impose le thème de la campagne sera le président de la République. Donc moi, j'ai dit, je vais imposer mon thème qui me paraît le plus important, le plus vital, l'identité, le grand remplacement. Très bien. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là, et à partir du moment où, comme vous l'avez dit, de 0, je suis passé à 19, que là, la machine médiatique s'est mise en route contre moi et qu'elle a fait de moi, non pas une cible parmi d'autres, mais la cible privilégiée. Non pas parce que c'était Éric Zemmour. Non, vous voyez, mais parce que vous troubliez le jeu. Non, pas seulement. C'est parce que je voulais imposer ce thème de l'identité et du grand remplacement. Je dis dans le livre, le Dalai Lama ou le pape parlerait comme moi, il serait immédiatement la cible de tout le système médiatique. C'est pas ma personne. Ce ne sont pas des politiques, mais enfin oui, d'accord. Oui, mais vous avez compris. Regardez, quand le président de Tunisie, il y a maintenant 2 mois, a parlé de grand remplacement pour son pays et qu'il a dit que l'invasion africaine était en train de bouleverser l'équilibre de son pays, il a été immédiatement l'objet de l'ire médiatique mondiale. Absolument. Voilà. Non, mais alors justement, on va avancer et alors au fond, c'est très intéressant parce que vous avez 2 choses. Vous avez dit, vous l'avez répété, je suis là, l'alliance des droites, l'alliance des droites, l'alliance des droites, l'alliance des droites. Oui, non, attendez. Et vous avez dit en même temps, c'est intéressant parce que l'un de vos modèles, même si c'est De Gaulle, enfin je veux dire, vous n'êtes pas spécialement un anti-gaulliste primaire. Non. Or, que dit De Gaulle? Il l'a répété, il a sonné, la France n'est ni de gauche, la France n'est ni de droite, la France, c'est la France. Et deuxièmement, quand même, est-ce que ça ne vous a... Vous dites vous-même dans votre livre, est-ce que ça ne vous a pas justement interpellé? Vous dites en quoi Macron et Marine Le Pen ont en commun? Ils se proclament ni de droite ni de gauche. Mais comme par hasard, Éric Zemmour, en 2017 et en 2022, ils sont retrouvés les 2 premiers. Donc apparemment, le ni droite ni gauche, même s'il n'est pas vraiment vécu et proclamé, ça marche. Une question que j'ai souvent, mais à laquelle je ne me lasserai pas de répondre. D'abord, le général de Gaulle. Le général de Gaulle dit, c'est sa fameuse conférence de presse de 1965, c'est pas une conférence de presse, d'ailleurs c'est une interview avec Michel Droit, la France n'est ni de droite ni de gauche, et il le répète, vous avez tout à fait raison. Il parle de la France. Il ne parle pas des moyens d'accéder au pouvoir. Moi aussi, je suis d'accord avec lui. Là, la France, il y a une France de droite, il y a une France de gauche. Elle n'est ni de gauche ni de droite. Il faut justement rassembler tous les Français. Voilà. Il est président de la République. Il est même plus que président de la République. Non, mais pour y arriver. Il ne dit pas pour y arriver. Pardonnez-moi. Il non, dit j'ai pas compris. Pour y arriver. Mais pour vous, je vous pose alors, la je vais question. répondre. Attendez. D'accord. Je réponds d'abord pour le général de Gaulle. D'accord. Le général de Gaulle, lui, a toujours été vu comme un homme de droite. Je regardais l'autre jour, vous savez, j'aime à regarder les vieilles émissions d'apostrophes dans les années 70, qui sont remarquables, je recommande ça à tous les jeunes, c'était tout à fait remarquable, le niveau est tout à fait brillant. Et un jour est invité Pierre Mendès France. Pierre Mendès France. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien,
Il dit, j'ai retenu la phrase par cœur parce qu'elle m'a sidéré. Il dit, la politique du général de Gaulle, en particulier, dit-il, la politique économique. Il a été son ministre des Finances en 1945. La politique économique du général de Gaulle est, ouvrez les guillemets, une politique réactionnaire. Réactionnaire. Il dit même pas de droite. Pierre Mendès France. Pierre Mendès France. Je vous rappelle cette affiche incroyable du Parti communiste en 1958 où l'on voit le général de Gaulle bâillonner Marianne et écrit « Le fascisme, c'est lui ». Donc c'est pour vous dire que lui, il a toujours été vu de droite. D'ailleurs, c'était un homme de droite, tout le monde le sait. Maintenant, allons sur Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Oui. Ce que vous avez c'est dit pas moi, dans les c'est pas à moi, pardonnez-moi cet accès de vanité, ce n'est pas à moi qu'on va apprendre que depuis les années 90, après le référendum sur Maastricht, le clivage droite-gauche a pris du plomb dans l'aile, puisque, selon le mot célèbre de Philippe Séguin, la droite et la gauche étaient des détaillants qui se fournissaient au même grossiste, l'Europe. J'ai écrit, en tant que journaliste, des dizaines de papiers disant exactement ce que vous m'avez dit. Le droite-gauche, c'est terminé, ils font la même politique, maintenant il y a l'opposition entre ce que Marine Le Pen appelle les patriotes et les mondialistes, etc. J'ai écrit ça pendant des années. Non, je sais. Donc je l'ignore pas. Bon. Oui. Pourquoi j'ai changé d'avis? Parce que vous pourrez me dire après tout, pourquoi vous avez changé d'avis? C'est ridicule. Et en plus, comme vous l'avez dit, c'est ce clivage qui gagne. Je vais vous dire pourquoi. Pour deux raisons. La première raison, c'est que vous remarquerez que ce clivage a fait gagner qui? Les prétendus mondialistes. Ce n'est pas Madame Le Pen qui a gagné. C'est Monsieur Macron. Donc, au minimum, ce clivage favorise une partie et pas la nôtre, pas la mienne. Deuxièmement, pour que ce clivage soit vraiment opérationnel, il faut, selon la fameuse formule, vous vous souvenez de Jean-Pierre Chevènement, qui cherchait l'alliance de Philippe de Villiers, de Philippe Séguin, de Charles Pasqua, ce qui n'a jamais marché d'ailleurs à l'époque. Et pourtant, il y avait des gens de grande qualité, ceux que j'ai cités. Patriote et peuple. Non, attendez, vous allez trop vite. Ça sous-entend qu'il y ait des patriotes de droite et des patriotes de gauche qui se mettent ensemble et qui a un candidat commun. Vous êtes d'accord avec moi? Or, en 2017 comme en 2022, les patriotes de gauche, les Jean-Pierre Chevènement que j'ai cité, ou les Jean-Luc Mélenchon, ou les Arnaud Montebourg, Arnaud Montebourg, que Madame Le Pen a tout fait pour séduire. Ils ont voté pour qui, André Berkoff? Ils ont voté pour le mondialiste Macron. Et ils ont appelé à voter pour lui. Donc vous voyez que ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non, je ne sais pas pourquoi. Barrer la route au fascisme. Mais moi, je ne veux pas savoir pourquoi. Oui. Je constate. Alors, Troisièmement, en fait, pourquoi Macron gagne-t-il? Parce qu'il faut maintenant, après qu'on a vu le résultat, il faut aller voir le fondement sociologique. En vérité, c'est assez simple à voir. Ce sont les gens de plus de 60 ans qui, massivement, qui quasi unanimement, je dirais, refusent de voter pour Madame Le Pen et votent pour Emmanuel Macron. Pour des tas de raisons. On pourrait faire l'émission pour trouver les raisons, mais ce n'est pas le sujet, on est d'accord. Moi, je pense que en refondant le clivage droite-gauche sur des vraies différences, on ne va pas refaire vous voyez, le débat Sarko-Hollande, bon, on est d'accord. On divise ce bloc des retraités qui retrouvent leurs repères. Il y a des retraités de gauche, il y a des retraités de droite, et qui, du coup, on peut gagner. Sinon, je prends le pari ici chez vous, sinon, Madame Le Pen sera au second tour jusqu'en 2040 et elle perdra à chaque fois parce que le bloc des retraités, tant qu'ils ne seront pas tous morts, ne voteront pas pour elle. Voilà. Alors, 2040, c'est assez loin. On va continuer, c'est passionnant. Après cette petite pause, à tout de suite. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite dans le face-à-face d'André Berkoff avec Éric Zemmour. Et vous avez la parole au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
Alors, l'avant-dernier livre d'Éric Zemmour, ça s'appelait « La France n'a pas dit son dernier mot ». Aujourd'hui, il saute un cran et il dit « Je n'ai pas dit mon dernier mot ». Il se prend pour la France, il n'est pas le premier, il a le droit. Après tout, tous les goûts J'étais sont dans candidat à la nature. présidentielle. Je sais. Alors, Éric Zemmour, creusons un peu. Moi, il y a quelque chose très intéressant parce que vous dites, effectivement, vous avez voulu, et vous l'avez fait, placer l'identité, le destin de la France, etc., au cœur du débat. Et le problème pour moi, il n'est pas du tout, et vous avez dit d'ailleurs, il est moins le temps de réformer la France que de la sauver. Parce que, et sauvez-nous, vous disiez un certain nombre de gens que vous avez rencontrés, vous racontez tout cela très bien dans votre livre. Mais le vrai problème, et c'est pas facile, hein, c'est facile à dire, vous dites aussi ce qui nous rassemble en tant que peuple est aujourd'hui plus important que ce qui nous divise en tant que classe sociale. Vous avez écrit ça. Voilà, c'est le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, est-ce qu'il n'y a pas à faire les deux? C'est-à-dire, vous savez, c'était Clinton lui disait « It's the economy, stupid ». Donc, c'est pas que vous n'avez pas parlé d'économie, vous avez évidemment parlé d'économie. Donc, je vous remercie de ne pas rentrer dans ce lieu commun. Attendez, moi je vous ai vu, et encore une fois, je vous ai vu face à Bruno Le Maire sur l'électricité et la reine, donc on ne peut pas dire que vous étiez, vous, à côté de la plaque. Non, mais ça c'est clair. Mais quand même, est-ce que le fait de vouloir à tout prix, et après tout, c'est votre choix, et il n'y a pas de problème, c'est légitime, de mettre l'identité, ne vous a pas fait oublier les classes sociales. Je m'explique. Vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe. Hein. On est effectivement quelques mois après, mais enfin, vous voyez ce qui se passe avec le prix de l'électricité, vous voyez ce qui se passe avec le frigo qui est vide, l'explosion des prix de l'alimentation, enfin tout ça, vous suivez ça au moins en tant que nous. Donc, est-ce qu'au fond, est-ce qu'il n'y a pas, et c'est en ça que je disais un peu rapidement, vous avez fait le travail de Marine Le Pen, c'est-à-dire comment vous êtes occupé de quelque chose qu'elle avait laissé en déshérence, c'était son père qui s'en occupait, elle, dédiabolisation, attention, je ne suis pas le monstre, machin, etc. Sauf que vous, en arrivant là, et en découplant ce qui était aussi important, je vous pose vraiment la question, pas seulement le pouvoir d'achat, hein, mais les préoccupations économiques, les préoccupations, il n'y avait pas encore la guerre, mais enfin bon, est-ce qu'il ne fallait pas, au contraire, de dire, mais attendez, moi j'occupe des deux, et les deux sont... Parce que pour qu'il y ait une identité, il faut aussi qu'une économie marche. Et je termine là-dessus, vous avez parlé de la démographie par rapport du grand remplacement, c'est deux questions... Avant-hier, ici, Alain Boer disait « Oui, mais attendez, c'est même pas une question de grand remplacement. Il n'y a plus de démographie. La démographie est zéro en France. » Et disait-il, hein, mais je veux dire, en disant ça, en fait, en parlant disons, du social, parce que vous dites, ce n'est plus le problème en tant que classe sociale. Je ne dis pas qu'on revient à la lutte des classes, mais est-ce que le problème n'était pas de prendre sur les deux jambes, dans les deux mains, les deux concepts? Alors, première réponse, il est paradoxal de votre part, mais ce n'est pas la première fois qu'on le fait, d'abord de me reprocher de ne pas être gaulien, puisque je dis que je suis de droite contre la gauche, et puis après... Je ne vous ai pas reproché de ne pas être gaulien. Si, mais c'est pas grave, mais j'ai répondu tout à l'heure. D'accord. Et ensuite, dans la question suivante, de me dire, vous oubliez qu'il y a une lutte des classes. Mais je n'oublie pas qu'il y a une lutte des classes, mais le général de Gaulle, justement... Sa politique, c'était de conjurer la lutte des classes et de rassembler les Français en tant que Français. Mais on n'est plus dans la même époque, Éric Zemmour. Mais c'est pas grave, ça. Alors, vous savez, déjà à son époque, on lui disait, on n'est plus à la même époque. On lui disait, on n'est plus au 19e siècle. On lui disait déjà, il n'est pas moderne, etc. En fait, il s'est avéré beaucoup plus moderne que ceux qui se prétendaient modernes. Bon, première réponse. Deuxième réponse. Pendant toute la campagne, j'ai essayé d'agir par ordre. C'est-à-dire qu'au début, vous avez raison, j'ai parlé essentiellement du grand remplacement, parce que je voulais imposer mon thème. Et je voulais l'imposer à toute la classe politique, et ça a marché. Souvenez-vous de la campagne des primaires de LR, souvenez-vous de Mélenchon débattant avec moi, lui parlant de la créolisation, qui était un grand remplacement assumé en vérité et glorifié. Je me rappelle même... pour vous faire sourire, que Madame Le Pen émaillait ses discours de phrases sur le conflit de civilisation et sur l'enjeu de civilisation, après avoir fait une affiche sur la liberté, puis ensuite elle parlera de pouvoir d'achat.
Ça, oui, je vous l'accorde volontiers, c'était volontaire, parce que je pense que c'est l'essentiel. À partir du moment, si vous voulez, où on sera obligé de voir nos filles voilées, nos histoires de pouvoir d'achat et de retraite paraîtront bien subalternes, puisque nous aurons changé de monde et de civilisation. Mais, je tiens à dire, cher André Berkoff, que j'ai très vite parlé, à côté du grand remplacement, de ce que j'appelais le grand déclassement. Dès mes discours d'octobre, mon discours à Lille, je crois même que c'est fin septembre, je fais un grand discours sur l'économie, sur comment on est arrivé là. Alors, là où vous avez raison, et peut-être que c'est ce discours-là qui n'est pas passé, mais je ne le renie pas, je n'ai pas fait le discours d'autres, c'est-à-dire que je n'ai pas dit on va régler tout ça par des chèques. J'ai dit le pouvoir d'achat, c'est ce qui vous laisse quand l'État vous a tout à fait, tout pris. Oui. Mais... J'ai dit aussi pourquoi nous nous appauvrissons, c'est parce que nos salaires sont trop bas. Pourquoi nos salaires sont trop bas ? Parce que nous ne produisons pas assez par rapport aux autres pays, nous sommes de moins en moins compétitifs. Et aussi, pourquoi les patrons ne peuvent pas nous augmenter ? Parce que dès qu'ils nous augmentent, ils ont les charges sociales qui augmentent de façon explosive. Et donc, et pourquoi on a des charges sociales explosives ? Parce qu'on a 800 milliards de dépenses sociales qui en font de nous le recordman du monde des dépenses sociales. Et pourquoi on a des dépenses sociales ? Mis à part la question de la retraite, vous voyez, il y avait aussi le fait que nous soignons le monde entier, nous nourrissons le monde entier, nous accueillons le monde entier et que ça nous coûte des fortunes. Je vois qu'aujourd'hui, monsieur le maire se rend compte qu'il y a des fraudes dans les mouvements sociaux vis-à-vis des étrangers, mais moi j'irai plus loin. C'est pas seulement les fraudes dont il devrait s'occuper, c'est de ce que nous coûte l'immigration, globalement. C'est-à-dire pourquoi on a un hôpital qui s'effondre, pourquoi on a une école qui s'effondre. À chaque fois, il y a des causes endogènes, c'est-à-dire ce dont nous sommes responsables, nous, mais il y a aussi une immigration énorme qui fait s'écrouler le système. Éric Zemmour, pour la première partie, les charges sociales, elle n'est pas politique. Agnès Verdier-Molinier et autres le disent tous les jours. Tout à fait. Effectivement. Mais pour la politique. Mais elle est lucide, Madame Verdier-Molinier. Oui, depuis longtemps. Mais attendez, et pour le reste, je rappelle qu'un certain Georges Marchais, comme vous le savez, le disait il y a 40 ans. Pour l'immigration ? Pour l'immigration. Je sais bien. Alors, effectivement, donc, le problème de réconcilier Agnès Verdier-Molinier et Georges Marchais. Ce qui n'est pas facile. Pas simple. Voilà. On se retrouve juste après une petite pause. On se retrouve tout de suite. Restez bien avec nous sur Sud Radio avec Éric Zemmour dans le face-à-face d'André Berkoff. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Éric Zemmour, qui n'a toujours pas dit son dernier mot, et effectivement, on préfère, parce que de temps en temps, on aime bien l'entendre, même quand il exagère. Non, mais jamais, j'exagère jamais. Et vous n'exagérez pas quand vous dites, Éric Zemmour, dans votre livre, c'est la gauche hors les murs qui, en la personne d'Emmanuel Macron, avait conquis l'Élysée. Je me rappelle de réunions de la gauche hors les murs avec votre grand ami Robert Ménard, votre ex-grand ami. De la droite hors les murs. De la droite, oui. Eh ben, c'est en quoi la gauche C'est-à-dire, c'est Mélenchon. Attendez. Ah oulala, attendez. Alors, ça a besoin d'un peu de classification. Allons-y. Ce qu'on appelait la droite hors les murs, c'était vous savez, la presse a appelé nos déjeuners avec mes amis Philippe de Villiers et Patrick Buisson, où nous essayions de trouver une alternative de droite. Et c'était avant la présidentielle de 2017. Et j'explique, je raconte ça parce que je fais un portrait élogieux d'ailleurs et louangeur de mon ami Philippe. Et je dis, il ne s'était pas complètement trompé, parce qu'à l'époque déjà, il me disait tu dois y aller. C'était après le succès de mon livre Le Suicide français. Et moi, j'avais pas du tout. Voilà, exactement. 2014. Et moi, j'avais pas du tout envie d'y aller, donc je mettais les deux pieds sur le frein. Et je dis, sous forme de boutade, Philippe ne s'était pas complètement trompé, parce que c'est pas la droite hors les murs qui a gagné en 2017, mais c'est la gauche hors les murs. Je veux dire par là une gauche, mais qui n'est pas dans les partis politiques. Bon. Oui, mais en quoi Macron j'ai compris votre point. Emmanuel Macron est, si vous voulez, le fils de Michel Rocard et de Dominique Strauss-Kahn. C'est-à-dire une gauche qui accepte le marché, qui a existé depuis Proudhon. Depuis toujours, en clair, depuis le milieu du 19e siècle, qui n'est pas marxiste, qui n'est pas collectiviste, qui est libéral, et qui est tellement libéral que
elle fait alliance, vous savez, selon le schéma très bien mis à jour par l'Américain Christopher Lasch et le Français Jean-Claude Michéa, avec les libertaires hérités de mai 68, ce qui fait qu'il est pour la PMA, vous voyez, pour l'euthanasie, les woke, etc., et qu'il met Papendaï à l'éducation nationale. Tout ça, cette alliance entre libéraux et libertaires est une alliance de gauche. Elle est incarnée, par exemple, aujourd'hui par Daniel Cohn-Bendit. Eh ben, Emmanuel Macron est de gauche comme Daniel Cohn-Bendit. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, là où vous posez une très bonne question sur qu'est-ce que la gauche aujourd'hui, parce qu'en fait, le clivage droite-gauche, je ne vais pas vous faire de l'histoire, mais vous savez très bien, il naît, tous les historiens sont à peu près d'accord pour dire qu'il naît pendant la Révolution française, au début, une discussion à l'Assemblée nationale sur la question du veto du roi. Ceux qui sont pour le veto du roi se mettent à droite, ceux qui sont contre le veto du roi se mettent à gauche. Et depuis, c'est ça qui est important, si je puis me permettre, la gauche s'est définie par rapport à le clivage droite-gauche s'est défini par rapport à un sujet. Le roi, puis la République, les institutions. On va faire ça tout le 19e siècle. Hein. La République, le roi, l'Empire, etc. Bon. Puis, la question sociale, à partir des années 1860, 1880, vous avez tout à fait raison, la question sociale, qui nous occupe, en vérité, jusqu'aux années 70, 80. Qui continue de nous occuper. Ah oui, justement, je vais y venir. Et avec un intermède, parce qu'il y a quand même les deux guerres mondiales, de la paix et de la guerre. D'ailleurs, la droite qui était belliciste devenant pacifiste, la gauche qui était belliciste devenant, pacifiste devenant belliciste. Epstein. Bref. Exactement. Bref, passons ça. Je dis aujourd'hui, et vous avez vu le résultat à gauche. La gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a emporté l'affaire. Et pourquoi il a emporté l'affaire à gauche? C'est parce qu'il a rassemblé un peuple qu'on peut qualifier stricto sensu d'islamo-gauchiste. C'est-à-dire qu'il y a 70 à 75% des musulmans français qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, et le reste des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est un peuple de gens qui sont plutôt séduits par la mouvance woke, qu'on appelle woke, c'est-à-dire des gens qui militent pour... Pardon, les islamistes et le woke, c'est pas du tout la même chose, vous le savez. Mais moi, j'appelle ça depuis longtemps l'alliance germano-soviétique, le pacte germano-soviétique. Un jour, ils s'étriperont, ça vous avez tout à fait raison. Mais pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon arrive à concilier l'inconciliable. Et c'est pour ça que je dis on revient à votre question du début, comme quoi nous avons, vous et moi, de la suite dans nos idées. C'est pour ça que je dis que la gauche a inventé le nouveau clivage droite-gauche. C'est-à-dire que contre ce peuple islamo-gauchiste qui veut détruire la France, au sens propre du terme, il faut qu'il y ait une droite qui veuille défendre la civilisation française, l'identité française, et si vous voulez, dans ce cadre de figure du clivage droite-gauche, la question sociale n'a pas été éliminée. Vous avez tout à fait raison. Il y a des gens qui ont du mal à vivre aujourd'hui, qui avec l'inflation... Il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup, vous avez raison. Et l'inflation aggrave tout cela. Je n'en disconviens nullement. Et je vous répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je ne vais pas recommencer. J'en ai beaucoup parlé et je me sens... Attendez. Je dis simplement que aujourd'hui, nous ne sommes plus au 19e siècle. La droite, comme la gauche, s'occupe des questions sociales. Emmanuel Macron, qu'on le dise de gauche ou de droite, a déversé plus d'argent sur les catégories dites populaires que la gauche n'en a jamais fait. Et il le finance par la dette, comme la gauche d'ailleurs. Comme la gauche. Si vous voulez, la politique de la ville se poursuit. Voilà, exactement. Et même au-delà, avec tous voilà. Mais on est au cœur du problème, en tout cas au cœur de notre discussion. Vous dites, ils ont ressuscité la gauche. En fait, le problème est là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens. Vous dites, la gauche n'est pas entièrement et loin de là, je crois. Alors ça, je peux me tromper. Enfin, versée dans l'islamo-gauchisme. Je veux dire qu'il y a des pans entiers de France qui ne sont pas spécialement de droite, qui ne se reconnaissent pas là-dedans et qui sont patriotes et qui sont, appelez-les souverainistes, patriotes, identitaires, comme vous voulez. Mon cher Berkoff. Oui, ceux-là, ils existent. Ils existent. Oui. Mais c'est comme ça depuis 2 siècles. Premièrement, c'est la gauche qui définit qui est de gauche. Et qui détruit, et qui diabolise, et qui élimine tous ceux qu'elle estime qui ne sont plus de gauche.
Ceux-là, vous avez raison, ils se croient encore de gauche. Alain Finkielkraut, il se croit encore de gauche, mais la gauche le vomit. Mais non, mais attendez. Michel Onfray, il se croit encore de gauche, la gauche le vomit, c'est la droite qu'il aime. Lui, ça le désole, mais c'est la vérité. Mais parce que ce n'est plus le clivage. Non, là je suis en désaccord. Non, pardonnez-moi. Même vous, peut-être que vous vous croyez encore de gauche, mais mon cher Berkoff, la gauche vous déteste. Mais je sais, mais c'est comme ça. Non, mais vous savez, vous pouvez... Oui. Comme Michel Onfray, je l'ai déjà dit à Michel Onfray, vous pouvez dire dans votre baignoire tout seul, je suis de gauche, non, mais on s'en fout, parce que la gauche ne vous reconnaît pas. C'est ainsi. Mais aujourd'hui, Jean Jaurès, Léon Blum. Il serait de droite. Merci. Il serait qualifié de droite. Il serait ostracisé. Merci de finir mes phrases. Mais c'est pour ça, pardon. Tout ce que je dis, moi, je finis, pardon André. Ouais. C'est vraiment, j'y tiens. Non, tout ce que je dis, en particulier sur l'immigration, l'assimilation, la France, la République, tout, vous m'entendez, jusqu'au si controversé histoire des prénoms. Tout cela était le discours de la gauche républicaine pendant un siècle et demi. Tout cela a été pris de la gauche, je dis bien de la gauche républicaine, de Jules Ferry, de Jean Jaurès, de Léon Blum et de Guy Mollet. Oui, donc alors, il faut arrêter. Et de Georges Marchais, vous en avez parlé tout à l'heure. Comment il se fait, Éric Zemmour, que dans tout votre livre, vous ne parlez jamais? Alors ça, c'est de bien de gauche. Je rappelle que Marx avait demandé aux ouvriers polonais de ne pas venir en Angleterre parce que les capitalistes allaient baisser les salaires. C'est ce qui s'est passé pendant les regroupements familiaux et compagnie. Vous le savez. Vous parlez d'or. On est d'accord. Vous parlez d'or. Georges Marchais a dit, ça suffit l'immigration légale et l'immigration clandestine parce que les patrons... Et dans votre livre, ce qui est étonnant, c'est pas un mot là-dessus. C'est-à-dire que, franchement, les grands patrons... Alors, moi, je suis pas... Vous n'en parlez pas du tout. Je suis très frappé par une chose. Dans votre livre, vous dites, quand on parle de système médiatique, on imagine quelques grands propriétaires de médias, milliardaires, influents et tireurs de ficelle. On devrait plutôt évoquer une assemblée générale d'étudiants où l'on vote à main levée. On est plus près du communisme que de la plutocratie. Allons, Éric Zemmour. C'est-à-dire que les actionnaires n'ont aucun... Non, les journalistes sont totalement indépendants, font ce qu'ils veulent là où ils sont. Cher Éric Zemmour, vous péchez par naïveté, là. J'ai pas dit ça. Si, vous avez dit ça. Non. Je dis que les pressions des grands actionnaires sont beaucoup moins décisives que celles des autres journalistes. Et de la pression... Vous pensez que c'est le mimétisme? Ah oui. Et de dépression et de la volonté de ne pas se détacher de la masse. Et c'est la formation des journalistes qui est complètement prise en main par la gauche plénélienne même. Nous avons des petits clones de Mediapart dans tous les journaux, en vérité, dans tous les journaux, y compris jusqu'au Figaro. Je les ai bien connus. Et ça, c'est pas l'actionnaire, hein, c'est pas Dassault qui les pousse à jouer à Mediapart. Alors je vais vous dire. Bon, donc il faut arrêter avec ça. Eh ben je vais vous dire, Marine Karmitz, vous connaissez Marine Karmitz, grand cinéaste qui a commencé par la lutte des classes, etc., qui est devenu, et d'ailleurs, il a très bien réussi. Moi, je suis pas anti-entreprise, bravo. Bien sûr. Vous savez ce qu'il dit? Il y a une phrase formidable parce que elle montre très bien le travail que, à mon avis, vous avez encore à faire. Pas seulement vous, je parle d'Éric Zemmour. Il a dit: je préfère être un milliardaire de gauche qu'un pauvre d'extrême droite. Tout est dit, Éric Zemmour. C'est-à-dire, j'ai le droit, en tant que milliardaire de gauche, je peux me permettre ce que je veux. Il n'y a pas que l'idéologie de la gauche, etc. Il y a que je me proclame de gauche, je fais de l'évasion fiscale, je fais ce que je veux, je m'amuse, je fais du dumping. Mais attendez, les gars, je suis de gauche. Oui. Vous ne me touchez pas. Mais... That is the question. Non. Non. Non, pardonnez-moi. Non, mais ça, c'est typique de la bourgeoisie de gauche, de la bourgeoisie macronienne. Marine Karmitz, c'est tout à fait ça. Et je dirais de la bourgeoisie mondialiste des années 70. C'est très daté. Votre personnage, que je connais moins bien que vous, mais que je connais un peu, et ce qu'il dit. Maintenant, je vous répète, c'est la gauche qui détermine le clivage droite-gauche. Dans toute l'histoire, ça a été comme ça. Je ne vais pas refaire l'historique que j'ai fait tout à l'heure. Maintenant, vous me parlez, parce que votre question, elle est intéressante, je pense, et je continue de penser, que le clivage essentiel, c'est sur l'identité et sur la sauvegarde de la civilisation française en France. Et sur le fait que bientôt, à 20 ans, à l'espace de 20 ans, le peuple français sera minoritaire chez lui. C'est déjà arrivé dans d'autres endroits. C'est arrivé au Liban, c'est arrivé, que vous connaissez bien, c'est arrivé mais même au Québec.
j'en parlais avec mon ami Mathieu Boccoté, il me dit les Français vont comprendre ce que nous avons vécu, devenir minoritaire chez soi. C'est ce qui est. Bon, je pense que c'est plus important que tout. Et je dirais que j'ai longtemps pensé, vous voyez, je ne le cache pas dans mon livre d'ailleurs, qu'il y avait d'un côté le peuple qui avait conscience du sentiment patriotique. J'ai cité ad nauseam la formule célèbre de Jaurès, la patrie est le seul bien des pauvres, et les riches, vos Marine Karmitz, vos élites mondialisées, comme disait Jean-Pierre Chevènement, qui ne pensent plus à la patrie. Eh bien, j'en suis revenu. Voilà. Je raconte dans mon livre comment j'ai découvert à Londres, au cœur même de la City, avec des gens qui travaillaient dans la finance. Donc, vous voyez, la caricature. Qui disent « Je reviendrai si vous êtes élu ». Exactement. J'ai lu ça. Et qui, lors d'un déjeuner, ils étaient une trentaine, je commence à parler d'économie parce que je pensais que ça les intéressait, vous voyez, naïf que j'étais. Et il y en a un qui m'interrompt et qui me dit « Écoutez, votre programme économique, on s'en fout, il sera sûrement très bien. Parlez-nous d'identité, parce que moi, j'en ai marre que quand ma fille arrive à Gare du Nord, elle se croit en Afrique et elle soit menacée. » C'est ça que j'entends. Des gens de Londres, mon cher. Mais donc, on est d'accord. Non, on n'est pas d'accord, parce que vous dites le contraire. Non, moi, je dis, parce que vous me parlez d'une poignée de gens, que mais... ces gens-là, regardez Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, il a très bien compris que l'essentiel, c'était l'identité du pays. Regardez Christian Latouche, et regardez ce qu'il prend, et regardez ce qu'il subit. Bien sûr. Bon, bien de sûr. la part de la presse de gauche et au-delà. Bon. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je pense que aujourd'hui, nous pouvons rassembler, et d'ailleurs pour moi c'est la seule condition de la victoire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de Marine Le Pen, c'est la seule condition de la victoire, c'est allier les classes populaires qui demeurent patriotes, même s'il y a en leur sein des gens qui ne le sont plus et qui se soucient uniquement de leurs conditions matérielles de vie, c'est bien légitime. Mais il y en a aussi. Pas leur en vouloir aussi. Mais bien sûr, il ne faut pas idéaliser non plus le peuple, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre, mais je pense qu'il y a une grande masse, effectivement, des catégories populaires qui veut rester française et veut conserver son art de vivre et sa civilisation, mais il y a aussi, dans ce que j'ai appelé la bourgeoisie patriote, de nombreuses personnes qui ont compris que l'identité d'un pays, c'était essentiel, que leur pays était en train de leur échapper, que bien sûr, leurs enfants, comme ils le font déjà, et c'est un révélateur, iront étudier à l'étranger. C'est déjà et qu'ils vont rester à l'étranger. C'est clair. Donc c'est la libanisation du pays. On en parle tout de suite après cette petite pause, la dernière, et puis on reçoit les auditeurs de Sud Radio. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Éric Zemmour. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je suis pas le seul, Éric Zemmour, je vous en parle pas. Je n'ai pas dit mon dernier mot aux éditions Rubempré, un livre vraiment à lire, d'ailleurs, il marche très bien. Et pour cause, juste Éric Zemmour, maintenant on est, les élections présidentielles, les prochaines c'est en 2027, il y aura d'abord les élections européennes, etc. Mais quelque chose, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon qui a fait son petit programme commun avec la NUPES, et ça n'a pas si mal marché. Je ne parle pas de Mitterrand, qui en 80 à 71 refait le PS, fait le programme commun avec des gens qui le détestaient et qui le détestaient, vous savez ça aussi bien que moi. Et pourquoi vous n'essayez pas de faire un programme commun à droite avec Marine Le Pen? Mais mon cher Berkov, vous parlez d'or. C'est exactement les expériences et les propositions que j'ai faites. J'ai dit, j'ai appelé à voter Marine Le Pen sans rien discuter, alors qu'il y avait des gens parmi mes électeurs et parmi mes soutiens qui ne voulaient pas entendre parler de soutien à Marine Le Pen. J'ai proposé ce qu'on appelle une union, une coalition comme on veut, des droites, exactement sur le modèle de l'union de la gauche. Jean-Luc Mélenchon l'a faite pour la gauche. D'ailleurs, on a bien vu les résultats plus que probants, puisqu'ils ont rapporté 150 députés. Mais
si vous voulez, d'abord, moi, je proposais une alliance globale, non seulement avec le RN de Marine Le Pen, mais aussi avec la partie de LR qui ne veut pas se rallier à Emmanuel Macron. On voit dans les chiffres, c'est à peu près la moitié. D'ailleurs, votre ami Éric Ciotti ne suit pas vraiment. Hein. Écoutez, je ne parle plus de personne. Je dis, voilà, moi je vois les électeurs. Il y a 50% des gens, des électeurs de LR qui veulent l'union des droites. Il y a d'ailleurs 80% des électeurs du RN qui veulent l'union des droites. Mais ça bloque sur pour l'instant, les gens de LR ne veulent pas. Et 2, surtout, c'est Marine Le Pen qui n'en veut pas. Marine Le Pen veut rester seule. Elle considère qu'elle va gagner toute seule. Elle considère mon intrusion dans le jeu politique comme inconvenante et pour ne pas dire un scandale, qu'elle veut réduire, elle veut nous tuer en clair. Donc, elle veut tuer Reconquête, elle veut tuer Éric Zemmour. Elle estime qu'elle a gagné la bataille en 2022 et elle ne veut surtout pas d'accord. Pour vous parler de NUPES de droite, j'étais tout à fait favorable et je l'ai proposé. Et donc, elle a refusé. Elle a dit, retrouvez l'interview dans le Figaro, reprenons notre discussion du début, je ne suis ni de droite ni de gauche, donc je ne ferai pas une union des droites. Voilà. Donc, je dis maintenant à tous les électeurs du RN et les électeurs de LR, qui veulent de cette union, de cette coalition des droites, ils n'ont qu'une seule solution, voter pour Reconquête, votez pour moi, votez pour Reconquête, parce que c'est uniquement, vous avez cité le très bon exemple de François Mitterrand, qui en 71 refait le Parti Socialiste, rappelez qu'en 69, le candidat du Parti Socialiste fait 5%, bien sûr, et que le candidat du Parti Communiste fait 20%, et que l'union de la gauche ne marche que parce qu'il y a un renversement du rapport de force, que le Parti Socialiste passe devant le Parti Communiste, qu'il impose l'union, et que c'est pour ça qu'il gagne. C'est exactement ce que je propose. On peut comprendre que Marine Le Pen n'a pas envie de se retrouver dans la position du Parti Communiste de 69. On peut comprendre en tant que garante de sa boutique, mais on ne peut pas comprendre en tant que patriote. Puisqu'elle se prétend patriote, elle devrait voir d'abord l'intérêt de la France. Alors, on va prendre peut-être, malheureusement, vous savez, on a 1h30, on avait 2 heures, mais on n'a qu'1h30 en ce moment. Donc, on va prendre un auditeur. Nos auditeurs, oui, au 0826 300 300. On accueille Sophie de Asnières-sur-Seine. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, merci encore une fois de vos extraordinaires émissions et je suis enchantée de pouvoir poser une question à Monsieur Zemmour pour lequel j'ai une adhésion intellectuelle totale depuis de très très nombreuses années. J'admire son courage et sa vision des choses. Cependant, j'ai adhéré à Reconquête, c'est la première fois de ma vie que je m'encarte, donc voyez ma sincérité. Cependant, je suis un petit peu déçue, sachant à quel point Éric Zemmour aime l'histoire, de sa position vis-à-vis de l'Ukraine qui va impacter la génération de mes enfants. Nous n'avons rien à faire dans cette guerre. Les tenants et aboutissants du pourquoi, du comment, tout ça s'est déclenché, ont été étudiés. Oui, on va pas revenir là-dessus, Sophie. Bon, mais de grâce, j'aimerais que Éric Zemmour, dont le courage est absolument exceptionnel, je ne sais pas, il n'est peut-être pas d'accord avec moi, mais nous n'avons rien à faire dans cette guerre. Alors Éric Zemmour. Chère madame, d'abord merci de tous les éloges que vous avez déversés sur moi et de la confiance que vous me portez, et merci d'être à Reconquête. Je tiens à dire d'ailleurs, il y a beaucoup de gens comme madame qui n'ont jamais fait de politique, qui n'ont jamais pris de carte de parti et qui sont venus à Reconquête. Mais sur l'Ukraine, j'avoue que je ne comprends pas cette critique. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit simplement que c'était la Russie qui avait attaqué l'Ukraine. Voilà, c'est un fait. Et j'ai dit que c'était évidemment condamné par le droit international. C'est un second fait. Maintenant, j'ai dit, et justement, j'ai été houspillé par la presse bien pensante qui m'a traité de poutinien jusqu'à plus soif. J'ai dit que nous avions, nous aussi, nos responsabilités dans la guerre parce que nous n'avions jamais crevé cet abcès de l'Est de l'Ukraine, du Donbass, où les russophones étaient bombardés par l'armée ukrainienne, que nous, les Français, les Allemands, qui étaient garantes des accords de 2014 n'avait jamais mis en œuvre ces accords. Donc j'ai dit tout ça, j'ai une vision équilibrée. Je dis même que, si vous voulez, je comprends en vérité les deux parties.
on peut essayer de faire une analyse. J'explique longuement, je fais un chapitre entier dans le livre. Je dis, je comprends la Russie car c'est un empire qui ne veut rester un empire et qui sera ravalé au rang des anciennes puissances impériales comme la France et l'Angleterre si elle n'était plus un empire. Mais je comprends aussi l'Ukraine parce que dans l'histoire, on a déjà vu des nations se forger. Alors que moi, j'ai longtemps cru qu'il y avait des Ukrainiens, mais pas d'Ukraine, puisque c'était un pays assemblé de briques et de broc. Mais il y a peut-être une nation qui est en ce moment en train de germer dans la guerre, comme il y a eu l'Allemagne face à Napoléon. Voilà ce que j'ai dit, chère madame. Je crois que je ne peux pas avoir une position plus équilibrée et qu'on ne peut pas me reprocher d'être pour l'un ou pour l'autre. En tout cas, Éric Zemmour, je renvoie à votre livre, je renvoie les auditeurs et de Résistance du Radio à votre livre. Vous n'avez pas dit votre dernier mot, mais je ne vous vois pas dire votre dernier mot avant longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Éric Zemmour pour son livre « Je n'ai pas dit mon dernier mot » aux éditions Rubin Pré, le président du Parti Reconquête. À tout de suite sur Sud Radio.